Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. J'ai le sentiment que dans tous les pays du monde occidental, on a aujourd'hui un grand vent de liberté qui se lève. Un vent de liberté économique, mais pas seulement. La liberté d'expression, vous voyez que c'est un sujet qui est en train de se poser. On observe qu'en ce moment, il y a un bras de fer entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous sommes, nous, à l'heure de la soumission, ou à l'heure du diktat. Nous sommes, nous, à l'heure de la vassalisation. Aimer le patriotisme de Donald Trump, ça veut pas dire être le vassal des États-Unis d'Amérique. Et on nous fixe des objectifs, 5% en matière de défense, et on voit bien que ça marche. Il faut garder en vue cette idée de l'indépendance française. Et donc la cérémonie d'investiture de Donald Trump s'est tenue en présence de l'italienne Giorgia Meloni, des Français Éric Zemmour ou Marion Maréchal. Même le chef de l'extrême droite britannique a été invité, contrairement au Premier ministre travailliste. Alors parlons vrai, est-ce que près d'un demi-siècle après l'élection de Reagan, la réélection de Trump va causer une seconde révolution conservatrice des deux côtés de l'Atlantique? Et à cette question, Meloni, Zemmour, Alliot, les invités de Trump sont-ils un message à l'Europe? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on retrouve Olivier Piton, avocat à Paris et Washington et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Merci de votre retour. C'est votre deuxième mandat. Hein. C'est comme Trump. C'est son comeback. C'est génial. Et renouvelable. Et renouvelable, oui. On revient justement sur cette question. Est-ce que finalement toutes ces invitations de la droite radicale envoient un message à l'Europe, Olivier Piton? Oui, incontestablement, le choix des invités est parlant. Il s'agit... alors, Emmanuel Macron avait parlé d'intention réactionnaire. Sans aller vers ces mots-là, on sent bien qu'il y a de toute façon une convergence idéologique. Et il y a surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une convergence idéologique assumée. Contrairement à l'habitude, on avait toujours cette impression que la droite avait toujours un peu de mal à s'assumer en tant que telle. Là, en l'occurrence, sous l'égide de Donald Trump, on sent qu'elle est, en tout cas, une certaine droite. On aura peut-être l'occasion de la définir. Mais en tout cas, une certaine droite, celle qui idéologiquement se sent proche de Donald Trump, est invitée, l'assume, le dit. Et effectivement, une révolution, peut-être une deuxième révolution, est en train de se mettre en place, en tout cas aux États-Unis. C'est ce qu'on va voir dans les mois qui viennent. Françoise. Je trouve ça, d'abord, sur le parallélisme des forts, vous avez raison, Cécile, de signifier que le Premier ministre britannique n'est pas là, mais jamais un officiel n'est invité. En réalité, Meloni et Orban, ça fait partie des chefs d'État, mais il n'y a pas d'invitation systématique. Bien sûr. Et c'est intéressant. Vous savez pourquoi Orban n'y est pas allé? Je trouve ça très intéressant. Je vois Éric Zemmour qui court et Sarah Knafo, mais je les trouve extrêmement imprudents en réalité politiquement, parce que ce que va faire Donald Trump, notamment avec les droits de douane, la façon dont il va assécher les agriculteurs, la façon dont il va assécher les produits français, eh ben ça va être bien de voir Éric Zemmour. Et d'ailleurs Marine Le Pen est plus maligne. Marine Le Pen, elle est dans la délégation sans y être officiellement invitée, parce que la politique que va adopter Trump avec Elon Musk est une politique qui ne peut pas à terme convenir à l'électorat de Marine Le Pen. Et je ne vois pas comment ça peut convenir à terme à l'électorat d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo. Vraiment, je trouve. Oui. Mais moi, ça me fait rire, parce qu'ils sont comme des enfants à la foire. Olivier Piton. Voilà, dans un magasin de bonbons, mais en réalité, à part de belles images. Olivier Piton. Voilà. C'est une très bonne question. Maintenant, ils y sont. Pourquoi? Ils y sont parce que ils veulent marquer idéologiquement une sorte de tempo, une sorte de changement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, et c'est le discours qui a été martelé en particulier par Jordan Bardella, je l'ai entendu tout à l'heure, qui disait, et c'est ce que disait aussi Sarah Knafo, c'est que l'objectif, il est où? L'objectif, il est de dire que les États-Unis défendent les Américains d'abord n'est pas en soi une grossièreté, un gros mot. Il nous appartient à nous, Français, de nous défendre et de défendre nos intérêts d'abord. Et dans cette logique-là, même si effectivement la guerre commerciale éventuelle qu'il pourrait y avoir entre les États-Unis et l'Europe, les États-Unis et la France, je signale que les volailles, la taxation sur les volailles a été levée en France, aux États-Unis et au Canada aujourd'hui. Hein. Donc on part déjà sur de bonnes bases. Oui, mais ça ne va pas être le cas des viticulteurs. Mais ça ne va pas être le cas des viticulteurs, par exemple. Vous le savez très bien, sur les produits de luxe, on sait très bien. Je ne me mets pas à la place des invités. Ce que je veux dire, c'est que le message de défense des intérêts nationaux est plus important que ce qui va se passer dans le cadre d'une guerre commerciale. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Oui. Et peut-être que l'électorat ne le comprendra pas. Mais ça, c'est autre chose et on verra. Parce que ça rapporte 0,0 la tête à Toto, moi. Ça, c'est sûr.
Oui. La présence là-bas de personnalités françaises, je sais pas si elles sont marquantes pour l'opinion publique française d'une manière générale. Alors pour leur électorat particulier, oui. Pour l'opinion publique française d'une manière générale, j'en suis pas persuadé. Maintenant, moi j'adhère à ce que vous dites. Je pense que c'est avant tout de vouloir imprimer le fait que on peut défendre les intérêts de son pays. Avant, on peut prendre exemple sur l'Amérique pour défendre les intérêts de son pays. Et ça, c'est une chose que je comprends tout à fait. Maintenant, attendons de voir comment les choses vont évoluer, parce qu'il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de représentations dans ce domaine-là. Encore une fois, je suis pas persuadé que l'Amérique peut, même si c'est un très grand pays, elle peut faire tout seul avec en se protégeant et des droits de droit importants. J'en suis pas persuadé. Et si elle le faisait de cette manière-là, elle fait tellement elle met tellement de personnes contre elle, le Canada en particulier. Je rappelle qu'on a signé le CETA avec le Canada, donc on a des accords commerciaux importants. Le Mercosur. Mais il y a des accords commerciaux forts entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Hein. Le Mercosur est quelque chose qui est sur la voie, alors qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et j'ai vu dernièrement aussi qu'on est en train de se tourner vers le Mexique aussi. 128 millions d'habitants. Donc, en fait, la réalité des choses, c'est que l'économie mondiale est plus complexe que multipolaire. Que tout ça, quoi. En tout cas, Olivier Piton, il a été clair puisqu'il a commencé à faire certaines annonces, grandes annonces, des millions et des millions de migrants en situation irrégulière qui souhaitent expulser. Alors ça, il en avait parlé déjà. Là, c'est d'entrée de jeu, en fait. Oui, ça fait partie d'un de ses points forts de campagne. Il l'avait dit, il l'a redit à de nombreuses reprises. Maintenant, on en est au stade du on fait comment ? Tout simplement parce que d'une part, il va y avoir effectivement un décret présidentiel, c'est-à-dire un moyen pour l'exécutif de pouvoir acter une décision sans passer forcément tout de suite par une loi au Congrès. La loi au Congrès suivra, mais il y aura évidemment des recours. Les États-Unis restent un État de droit. Il y aura des recours en particulier à l'échelon local, dans un certain nombre d'États, à majorité démocrate. Et il est possible que la décision se prenne au bout du compte à la Cour suprême. Ceci va probablement prendre encore un petit peu de temps, mais en tout cas, il est très attendu sur cette question. C'est un de ses mantras, c'est un des points sur lesquels, s'il échouait, un peu comme il n'a pas totalement réussi à satisfaire son électorat sur la construction du mur lors de son premier mandat, ce serait pour lui compliqué. Donc il va sans doute mettre, juridiquement parlant, toutes les chances de son côté pour tenter de réussir, en tout cas, à mettre en place ce que j'appelle le « comment on fait ». Parce que l'annonce, c'est bien, mais maintenant, il va falloir effectivement y parvenir. Il y a un point fort aussi, il n'y a que deux sexes, masculin et féminin. Il l'a déclaré pour ses premières déclarations. Le wokisme dans ce domaine, c'est fini ? Même chose. Il va y avoir un combat culturel qui va se mener aussi... On vous entend. Non, vous entendez, Olivier. Vous m'entendez ? On vous entend très bien. Si vous m'entendez, c'est bon, je continue. Oui, allez-y. L'image avait sauté, pardonnez-moi. Donc, oui, là aussi, il y a un combat culturel qui va être mené, on le sait, qui va être mené à l'égard du personnel enseignant et d'un certain nombre, même chose, d'États. Et là aussi, il y aura sans doute des recours déposés contre l'offensive la décision de mettre fin à un certain nombre d'enseignements à l'école tel qu'il a été effectué au cours de ces années précédentes. Mais je le dis, les États-Unis restent un État de droit. Il y aura donc des recours, des décisions qui seront prises sans doute à l'échelon de la Cour suprême. On va voir ce qui va se passer. Et surtout, il y a un point qui est très important. La justice est politisée. Je dis ça de manière tout à fait objective. La justice est politisée puisqu'elle est élective. C'est-à-dire qu'on élit les juges, les shérifs, les procureurs sont nommés par le pouvoir politique. Donc c'est un fait, c'est factuel. Ça veut dire que la nomination des juges dans les mois qui viennent va également être un élément extrêmement important pour la stratégie de Trump en vue de faire valider et surtout adopter les positions qu'il entend prendre. Jean-Christophe Couvi. Pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, c'est que Trump a quand même l'opinion publique avec lui, une large majorité d'ailleurs, parce qu'il y a un camp qui a quand même pris une volée de bois.
Donc là, il envoie des signaux quand même à l'Europe, il envoie des signaux à tous les mouvements souverainistes, et qui accourent d'ailleurs tout de suite dans les bras de Trump. Maintenant, ce qui va être intéressant aussi, c'est l'Europe qui va être challengée. Et c'est bien de se challenger aussi des fois. Comment l'Europe va réagir, comment nous en France on va réagir aussi par rapport à ça. Après, il faut encore une fois prendre en compte la réalité des marchés. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas avec des verbes et des phrases et des phrases chocs qu'on fait bouger aussi des marchés qui sont installés depuis de nombreuses années. Françoise de Gois, j'ai une question à vous poser, puisque le wokisme vient forcément des États-Unis à outrance, hein, beaucoup, ça a rejailli sur la France. Est-ce que ça veut dire que nous-mêmes, on va regarder ce qui se passe aux États-Unis, peut-être faire machine arrière sur certains Je crois pas une minute qu'on fera machine arrière, parce que d'abord on a une exception française et on a une façon de penser. Le débat public français, bien sûr on se nourrit des États-Unis, mais le débat public français il est constitutif de notre nation. Donc je crois pas une minute. Par ailleurs, c'est bien que Olivier rappelle en permanence que les États-Unis sont un État de droit, et c'est encore mieux de rappeler à Éric Zemmour qu'il a perdu la présidentielle aussi à cause de Vladimir Poutine et de son admiration pour Vladimir Poutine. Il n'est pas bon de se mettre, pardonnez-moi, dans les pas forcément d'un leader de cette manière-là. On sent Olivier Piton qu'il y a aussi, il veut marquer l'histoire, redonner toute sa splendeur aux États-Unis, en posant ce drapeau, ce qu'il a dit, hein, le drapeau américain sur la planète Mars. Là, on sent qu'il y a une course avec Elon Musk derrière, justement, à s'approprier Mars. Comme Kennedy avait promis la Lune. Oui. Oui, Kennedy avait promis la Lune, lui promet Mars. En tout cas, c'est très excitant comme perspective, effectivement. Moi, je trouve que tout ce qui permet d'aller dans un sens, dans une sorte d'évolution scientifique menant à ce que, au bout du compte, l'homme dépasse ses limites, et en allant en particulier vers Mars, puisque Elon Musk en est le chaud partisan, c'est tout à fait intéressant. Et derrière, ça veut dire quoi ? C'est une sorte de remake de cet esprit pionnier typiquement américain, où en fait on ne se fixe jamais vraiment de limite et on veut aller le plus loin possible. Et c'est très intéressant que ceci fasse aussi partie du message de Trump, qu'on ne se limite pas uniquement à des problématiques, celles qu'on vient d'évoquer, mais qu'également l'espoir que l'humanité puisse faire autre chose, et de grandeur de l'Amérique retrouvée, comme dans les années 60, ou dans le courant des années 60, où les États-Unis refont leur retard pour damer le pion aux Russes sur la Lune. C'est absolument excitant et c'est remarquable. Et en tout cas, c'est un vrai message d'espoir aussi, et ça fait aussi partie du combat idéologique, puisqu'on est, pour aller vite et pour schématiser, on est dans une logique un peu décroissante d'un côté, où en fait on est dans une forme de panique qui émerge un petit peu partout, en particulier chez les 15-35 ans. Et là, on a l'inverse, où on fait finalement confiance à la science, on fait confiance au progrès humain et au génie humain pour réussir à surmonter un certain nombre de problèmes. C'est très intéressant, je trouve. Merci mille fois en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Olivier Piton. On espère vous retrouver bientôt, hein, forcément. Renouvelable. Si Elon Musk pouvait trouver un truc anti-toussif, ça serait génial. Oui, écoutez, on va lui demander. Merci beaucoup Olivier Piton, avocat à Paris, à Washington, et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue, merci Françoise de Gois. Vous passerez dans mon cabinet, je vous ferai une petite ordonnance. C'est rappelé par Marguerite Gauthier, la dame aux camélias. Parce que là, merci beaucoup Philippe David, on se retrouve demain à partir de 17h, et vous dans un instant. Et bien tout de suite les vraies voix citoyennes, on va faire le bilan de la nuit du bien commun, un événement que vous connaissez bien. On va recevoir 3 des associations qui ont été fortement récompensées à la nuit du bien commun, évidemment en compagnie d'Aurélie Gros et Stéphane Pellet du G500. À tout de suite, et pour nous, à demain. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.